Vous avez été trompé pendant 100 ans sur le volcan. La version officielle selon laquelle Tambora, en Indonésie, a gelé l'Europe et l'Amérique, s'effondre en poussière si vous ouvrez simplement un manuel de physique de la 8e classe. Mais les historiens continuent de nous répéter cela, ignorant la science élémentaire. Pourquoi alors seulement l'Europe, la Russie et les États-Unis gelaient-ils, tandis que les pays équatoriaux récoltaient des récoltes records? Comment est-il possible que les conséquences de la hiver volcanique correspondent exactement au modèle d'une guerre nucléaire? Et pourquoi Byron ne décrit-il pas un cataclysme naturel, mais des villes brûlées et un soleil éteint? On nous a servi un conte commode sur un lointain volcan, afin que nous ne regardions pas sous nos pieds. La question principale est, qu'est-ce qui a réellement explosé dans nos latitudes en 1816? Ouvrez n'importe quel manuel de géographie ou regardez des vidéos de vulgarisation scientifique sur 1816. Là, partout, c'est la même histoire. Le volcan Tambora, en Indonésie, a éclaté en 1815, a projeté 150 km3 de poussière dans la stratosphère, et cette poussière a obscurci le soleil sur le monde entier. Cela semble scientifique, cela semble logique. Mais il suffit d'ouvrir une carte et d'activer la physique élémentaire, et toute cette version commence à se fissurer. Regardez. Ouvrez la carte du monde immédiatement. Où se trouve le volcan Tambora? Dans l'hémisphère sud, en Indonésie, à 1000 km de l'équateur. Retenez cela. Maintenant, ouvrez n'importe quel manuel de physique atmosphérique. Dans la stratosphère, à une altitude supérieure à 20 km, il existe des courants d'air stables. Comment se déplacent-ils? Strictement le long des parallèles. La poussière éjectée à une hauteur de 43 km aurait dû se répartir le long de l'équateur, avec un décalage du nuage de poussière vers l'hémisphère sud. Ce n'est pas une théorie, c'est de la physique qui est enseignée en classe de 8e. Donc, si Tambora a explosé dans l'hémisphère sud, l'Égypte, l'Afrique centrale, le Brésil et l'Indonésie elle-même devaient geler et mourir de faim. Quel rapport avec l'Europe et l'Amérique? Comment la poussière de l'équateur de l'hémisphère sud a-t-elle sauté à 5-8 000 km plus au nord, en contournant toutes les zones tropicales? La physique ne fonctionne pas. D'accord, supposons que l'atmosphère soit complexe, avec des vents et des tourbillons imprévisibles. Alors, regardez les faits. En 1816, au Costa Rica, qui se trouve à environ 1000 km au nord de l'équateur, la culture massive du café a commencé. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alternance idéale de saisons pluvieuses et sèches, avec une température constante tout au long de l'année. À l'équateur, il y avait de la prospérité. En Amérique centrale, il y avait de la prospérité. Mais plus au nord, c'était le désastre total. Comment expliquer cela? Maintenant, quelque chose d'important. Les scientifiques savent très bien comment se comporte la poussière stratosphérique. Regardez les modèles modernes d'hiver nucléaire. Tout y est parfaitement calculé. La poussière résultant des explosions se déplace strictement le long des parallèles, se répandant sur toute la latitude. Pas de saut à travers les océans et les continents. Dans le cas de Tambora, nous devons croire que 150 km3 de terre ont miraculeusement ignoré toutes les lois de la physique et sont partis vers le nord, en évitant l'équateur. Trop sélectivement. Et c'est là que tout se casse. En 1991, le volcan Pinatubo est entré en éruption. L'éruption était comparable à celle de Tambora. La température a baissé de 5/10 de degré. Logiquement, en 1992, nous aurions dû observer dans tout l'hémisphère nord les mêmes phénomènes qu'en 1816. Neige en juillet, rivières gelées, famine. Mais rien de tel ne s'est produit. Maintenant, on va dire, une autre composition de l'émission, d'autres conditions atmosphériques. D'accord. Alors expliquez pourquoi l'effet thermique est identique, moins 0,5 degrés, alors que les conséquences sont radicalement différentes. En 1816, 3 années de catastrophe. En 1992, un léger refroidissement qui n'a été remarqué que par les météorologues. L'hypothèse volcanique montre des signes de faiblesse. Donc, la version avec Tambora est une couverture. Mais une couverture de quoi? Que s'est-il réellement passé en 1816e année? Regardez l'échelle. Mars 1816e année, la température reste hivernale dans toute l'Europe et l'Amérique. Avril, mai, une quantité anormale de pluie et de grêle. Juin, 2 tempêtes de neige géantes aux États-Unis ont entraîné des pertes humaines. Juillet, août,
En Pennsylvanie, au sud de la latitude de Sochi, les rivières gelaient. À New York et dans le nord-est des États-Unis, il est tombé jusqu'à 1 mètre de neige. 1 mètre de neige, en plein été. La température oscillait entre plus 35 degrés et 0 en une journée. Les agriculteurs semaient des cultures 3 fois par saison. Le gel les détruisait. En juillet, les gens abattaient le bétail parce qu'ils n'avaient rien pour nourrir les animaux. Le foin ne poussait pas. Les céréales restaient noires, gelées. Comptez par vous-même. La période de végétation pour le blé est de 120 jours sans gel. En 1816, il n'y avait pas de tel jour du tout, même pas 50. Que signifie cela? Une récolte complète, pas partielle, mais totale. Et cela sur tout le continent en même temps. L'Allemagne était dévastée par de fortes tempêtes. Le Rhin avait débordé. En Suisse, la neige tombait chaque mois. Un état d'urgence a été déclaré. À travers l'Europe, des émeutes de la faim ont éclaté. Des foules ont saccagé des entrepôts de céréales. Un froid inhabituel a conduit à une catastrophe agricole. Au printemps 1817, les prix du blé ont été multipliés par 10. 10 fois. La famine s'est répandue parmi la population. Et ce n'était pas une famine ordinaire, où les gens serraient leur ceinture un peu plus fort. C'était l'extinction. En Irlande, une épidémie de typhus a commencé, qui a fauché des milliers de personnes. En France, les gens mangeaient de l'herbe, de l'écorce d'arbres, des cadavres. En Suisse, il y avait des cas où des parents abandonnaient des enfants aux églises, car ils ne pouvaient pas les nourrir. En Allemagne, des foules de affamés s'introduisaient dans des entrepôts et pillaient des convois de nourriture. Selon diverses estimations, les conséquences de l'année sans été en Europe ont entraîné la mort de 200 à 500 000 personnes. Et cela ne concerne que les cas officiellement enregistrés. Combien ont péri dans des villages isolés, dans des régions éloignées? Personne ne l'a compté. Tout le système de comptabilité s'est effondré. Maintenant, un détail important sur l'agriculture à cette époque. Au début du 19e siècle, il n'y avait pas d'engrais chimiques, il n'y avait pas de sélection de variétés résistantes, il n'y avait pas de serre à grande échelle. La récolte dépendait uniquement de la météo. Une année de mauvaise récolte, c'est un problème. 2 années consécutives, c'est une catastrophe. 3 années consécutives, c'est l'extinction de régions entières. Ici, cela a duré exactement 3 ans consécutifs. 1816e, 1817, 1818. 3 ans de froid anormal. 3 ans de disette. Pour une société agricole sans réserve, c'est un condamnement. La réponse la plus évidente, le mauvais temps arrive parfois. D'accord. Alors répondez à une question. Pourquoi des dizaines de milliers d'Européens, qui souffraient encore des destructions des guerres napoléoniennes, ont-ils émigré en Amérique? Pourquoi fuir de l'autre côté de l'océan si c'est juste une mauvaise année? Et voici un détail qui est passé sous silence. Ils ne fuyaient pas en Russie, bien qu'il y ait beaucoup d'espace là-bas et que les colons soient toujours les bienvenus. Regardez les chiffres de l'émigration. De 1816 à 1819, environ 200 000 personnes ont émigré d'Europe vers l'Amérique. C'est 4 fois plus que dans les années précédentes. Les gens fuyaient en masse. Ils vendaient leurs maisons à vil prix, montaient à bord des navires et partaient à travers l'océan, sans savoir ce qui les attendait là-bas. Le voyage à travers l'Atlantique au début du 19e siècle dure de 6 à 8 semaines dans une cale, où un tiers des passagers ne survivent pas jusqu'à la terre à cause des maladies. C'est le risque de naufrage. C'est la perte de tout ce que l'on avait. On n'entreprend pas cela par choix. On y va quand il est encore plus effrayant de rester. Souvenez-vous de cette étrangeté. Nous y reviendrons. Pour l'instant, regardez la synchronisation. Des New York à la Roure, c'est des milliers de kilomètres. En 1816e année, il n'y a pas de service météorologique, pas de télégraphe, pas de moyens de coordination. Mais le temps est synchronisé. Le froid recouvre tout l'hémisphère nord en même temps. Pensez-y. Le premier télégraphe n'apparaîtra que dans 30 ans. Les stations météorologiques commenceront à établir des observations systématiques seulement au milieu du siècle. En 1816e année, un fermier en Pennsylvanie ne pouvait physiquement pas savoir ce qui se passait en Suisse. Les journaux mettaient des semaines à arriver, les lettres, des mois. Mais les descriptions sont les mêmes. Juin, neige. Juillet, gel. Août, culture gelée. Comme si quelqu'un avait allumé un réfrigérateur au-dessus de tout l'hémisphère d'un coup. Ce n'est pas une anomalie locale. C'est un dysfonctionnement systémique, trop synchronisé.
Voici un détail étrange des écrits de contemporains. L'été 1816, le ciel au-dessus de l'Europe et de l'Amérique avait une couleur inhabituelle. Pas bleu, mais d'un jaune trouble. Les couchers de soleil, rouges comme le sang, avec une teinte brune. Le soleil, lorsqu'il perçait à travers les nuages, semblait terne, comme à travers une brume. Les gens décrivaient cela comme un ciel mort. Savez-vous ce qui donne cet effet? La poussière fine dans les couches supérieures de l'atmosphère. Des particules de quelques microns diffusent le rayonnement à ondes courtes et ne laissent passer que le rayonnement à ondes longues, le spectre rouge. C'est exactement ce que nous voyons après de grands incendies ou des éruptions, ou après des explosions. Maintenant, ouvrez les archives russes de 1816. Passez même une moitié de votre vie dans les bibliothèques. Vous ne trouverez pas un mot sur le mauvais temps dans l'Empire russe. Il y avait une récolte normale. Le soleil brillait. L'herbe était verte. Trop calme. Trop suspect. Première pensée, peut-être que les documents ne se sont tout simplement pas conservés. Les archives ont brûlé. Des papiers ont été perdus. Très bien. Alors expliquez pourquoi les documents sur la guerre napoléonienne de 1812 se sont parfaitement conservés. Pourquoi existe-t-il des descriptions très détaillées de la retraite des Français, de l'incendie de Moscou, des groupes de partisans? Et pourtant, silence total sur le temps des 4 années suivantes. Une perte de documents sélective. Très pratique. Vérifions la clarté de notre esprit. La faim et le froid en Europe de 1816 à 1819 ont existé. C'est un fait, confirmé par de nombreuses sources écrites. Cela a-t-il pu épargner la Russie? Cela aurait pu, si la situation ne concernait que les régions occidentales de l'Europe. Mais il faudrait alors reconnaître que la catastrophe était locale et non mondiale. Et un volcan en Indonésie n'a rien à voir avec une catastrophe locale. Et en outre, les événements sont également largement couverts en Amérique du Nord. Pourtant, ils sont séparés par l'océan Atlantique. De quelle localité peut-on parler ici? Les événements concernaient clairement tout l'hémisphère nord, y compris la Russie. L'option selon laquelle l'Amérique du Nord et l'Europe ont gelé et ont souffert de la faim pendant 3 ans, tandis que la Russie n'aurait même pas remarqué la différence, ne fonctionne pas. Donc, de 1816 à 1819, le froid a vraiment régné sur tout l'hémisphère nord, y compris la Russie. Quoi qu'on puisse dire. Et voici une question importante. Qui sera le plus touché par ce froid de 3 ans, l'Europe ou la Russie? C'est l'Europe qui pleurera le plus fort, bien sûr. Mais c'est la Russie qui souffrira le plus. Voici pourquoi. En Europe, la période de végétation des plantes atteint jusqu'à 9 mois. En Russie, elle est d'environ 4 mois. Cela signifie que nous avions non seulement 2 fois moins de chances de cultiver des réserves suffisantes pour l'hiver, mais aussi 2 fois et demi plus de chances de mourir de faim pendant un hiver plus long. Calculez vous-même. La température moyenne en Europe en hiver est d'environ 0 degré. En Russie centrale, elle est de -15 à 20. La durée de l'hiver en Europe est de 3 à 4 mois. En Russie, elle est de 5 à 6 mois. Cela signifie qu'il faut 1 à 2 fois plus de bois pour le chauffage et la survie, 1 à 2 fois plus de nourriture. Mais la récolte est 2 fois moins abondante. Si en Europe la population souffrait, en Russie la situation était 4 fois pire. C'est de l'arithmétique, pas une supposition. Et les Européens fuyaient vers l'océan, au lieu de venir tranquillement en visite en Russie. Il est donc évident qu'en Russie, c'était vraiment beaucoup plus mal qu'en Europe. De plus, notre territoire a probablement été la source des problèmes climatiques de tout l'hémisphère. Et pour cacher cela, quelqu'un en avait besoin. Toutes les mentions à ce sujet ont été retirées ou révisées. Mais si l'on y pense logiquement, comment cela aurait-il pu être? Tout l'hémisphère nord souffre d'anomalies climatiques et ne sait pas de quoi il s'agit. La première version scientifique apparaît seulement après 100 ans, et celle-ci ne résiste à aucune critique. La raison des événements doit se trouver précisément dans nos latitudes. Et si en Amérique et en Europe cette raison n'est pas observée, alors où peut-elle être, sinon en Russie? Nulle part ailleurs. Et ici, l'Empire russe fait semblant de ne pas savoir de quoi il s'agit. Nous n'avons pas vu et nous n'avons pas entendu. Et de toute façon, tout va bien chez nous. Regardez la géographie. L'Europe et l'Amérique se trouvent aux mêmes latitudes que la Russie centrale. 50-60 degrés de latitude nord. La poussière stratosphérique se propage le long des parallèles. C'est un fait de la physique atmosphérique. Si la source était en Indonésie à des latitudes sud,
La poussière se déplacerait le long de l'équateur. Mais elle s'est dirigée vers les latitudes nord. Cela signifie que la source était précisément là, en Russie. Comportement familier, très suspect. Revenons un an en arrière, 1815. Que s'est-il passé cette année-là? La fin des guerres napoléoniennes, le congrès de Vienne, le partage du monde. Regardez la chronologie. 1815, la paix est signée. 1816, la catastrophe commence. Ce n'étaient pas des guerres éparses. De Moscou en 1812 à Waterloo en 1815, D'énormes territoires, des millions de soldats. Calculons l'échelle. Rien qu'en Russie, dans la guerre de 1812, plus de 600 000 soldats français ont participé. Moins de 30 000 ont survécu. 570 000 sont morts ou portés disparus. Ajoutez à cela les pertes parmi la population russe, selon différentes estimations, entre 1 et 2 millions de personnes. En une seule année. Et c'est juste une campagne. Il y a eu d'autres batailles en Allemagne, en Espagne, en Italie. Tout le continent était embrasé par la guerre. Et partout la même image. Des villes brûlées, des infrastructures détruites, des fosses communes. Maintenant, beaucoup vont écrire « coïncidence ». Mais la physique exige une source de poussière. Que pourrait projeter des kilomètres cubes de sol dans la stratosphère? Un volcan ne fonctionne pas, nous avons déjà analysé cela. Que reste-t-il alors? Que se passerait-il si l'année sans été n'était pas la nature? Que se passerait-il si c'étaient les conséquences de la guerre? Une coïncidence trop précise. Les guerres se terminent. Un effondrement climatique commence. C'est une empreinte. Et ici, nous devons nous rappeler d'une personne qui a écrit tout cela de ses propres yeux. George Noel Gordon Byron, 1816. On dit que ces images Lord Byron a mises sur papier à l'été 1816 dans la villa de l'écrivaine anglaise Mary Shelley en Suisse, au bord du lac de Genève. On nous raconte une belle légende. À cause du mauvais temps, il était impossible de sortir de la maison. Alors ils ont décidé que chacun écrirait une histoire horrifique. Telle est la version élégante communément acceptée. Mais Byron n'avait pas de problème de vision et devait voir ce qui se passait autour de lui en 1816. Et ce qui se passait, en gros, était exactement ce qu'il a décrit. Mary Shelley et ses amis se cachaient probablement dans leur maison de campagne pour échapper à la catastrophe, emportant avec eux le plus de provisions, de sel, d'allumettes et de pétrole possible. Notez un détail que les historiens de la littérature n'aiment pas souligner. Byron n'était pas seulement un poète romantique, il était un homme éduqué, a beaucoup voyagé, a vu la guerre. En 1809, il a parcouru la Grèce, la Turquie, l'Albanie. Il savait à quoi ressemblent les conséquences des actions militaires. Et quand en 1816 il s'est retrouvé en Suisse, il a vu des réfugiés, a vu des affamés, a vu le ciel, fermé par quelque chose qui empêchait le soleil de percer. Relisez le poème, ce n'est pas une fantaisie. Le soleil lumineux s'est éteint. La terre glacée se mouvait aveuglément dans l'air sans lune. L'heure du matin arrivait et passait, mais elle n'apportait pas de jour avec elle. Les villes brûlaient, la guerre éteinte pour un temps. Une terrible famine déchirait les gens, et les gens mouraient rapidement. Et le monde était vide, ce monde grouillant de peuple. Chaque ligne est un témoignage documentaire. Le soleil s'est éteint, la poussière dans la stratosphère bloquait la lumière. La guerre éteinte temporairement, les guerres napoléoniennes ont formellement pris fin, mais les conséquences ont continué. Les villes brûlaient, des incendies d'envergure étaient signalés à travers l'Europe. Une terrible famine. Nous avons déjà parlé des prix des céréales. Il n'inventait pas une histoire horrible par ennui. Il enregistrait un reportage. Guerre plus incendie, plus froid, plus obscurité, égale 1816. Byron voyait les conséquences. Mais quelle était la cause? Il convient de prendre en compte la population calculée disparue de Russie au XIXe siècle, estimée à des dizaines, voire peut-être des centaines de millions. Ils pouvaient périr à cause de cette même cause inconnue ayant provoqué le changement climatique, ainsi que des conséquences lourdes sous forme de famine, de froid et de maladie. Regardez les données démographiques. En 1815, la population de l'Empire russe était estimée à environ 45 millions de personnes. En 1820, elle était d'environ 50 millions. Une augmentation de 5 millions en 5 ans après la catastrophe, d'autant plus que pendant 3 ans, il y a eu famine et froid. D'où vient une telle augmentation? L'accroissement démographique annuel habituel à l'époque n'était pas supérieur à 1%. C'est mathématiquement impossible. Donc,
Soit les chiffres de l'année 1815 sont sous-estimés, soit les chiffres de l'année 1820 sont surestimés, soit quelqu'un a été amené et enregistré comme local. Quatrième option. Avant la catastrophe, la population était beaucoup plus nombreuse, les pertes étaient énormes, mais elles ont été cachées et les statistiques ont été ajustées pour correspondre aux chiffres désirés. Aussi, n'oublions pas les traces d'incendies généralisés qui ont détruit nos forêts à peu près à la même époque. Sortez dans la forêt en Russie centrale ou en Europe. Comptez les anneaux sur les souches. Rarement, vous trouverez un arbre de plus de 150 à 200 ans. La forêt est jeune. Comme si toute la végétation avait été détruite en même temps, vers le début du XIXe siècle, puis avait commencé à repousser. Et encore un point intéressant. Dans les tourbières d'Europe et de Russie, les scientifiques trouvent une frontière nette à une profondeur correspondant au début du XIXe siècle. Une couche de résidus végétaux carbonisés. Puis, une rupture brusque. Et au-dessus, une nouvelle couche de tourbe. Comme si toute la végétation marécageuse avait péri simultanément, brûlée, puis avait commencé à se rétablir à partir de zéro. On peut dire, les forêts ont été abattues pour la construction ou brûlées par des incendies accidentels. Alors, où sont les traces de ces abattages? Où sont les souches géantes qui auraient dû rester des épicéas et des pins centenaires? Elles n'existent pas. Il n'y a que de jeunes forêts qui ont poussé à travers les cendres. Comme si une tempête de feu était passée, ayant brûlé tout ce qui était vivant jusqu'à la racine. Et voici encore une étrange réalité. Regardez l'épaisseur de la couche culturelle dans les villes européennes. Dans les endroits où des fouilles ont été menées, les archéologues trouvent le niveau du début du XIXe siècle à une profondeur d'1 mètre à 1,5 mètre. 1 mètre à 1,5 mètre de terre et de cendres en 200 ans. D'où vient une telle couche? Une accumulation normale de sol donne 1 à 2 cm par siècle. Ici, en 200 ans, il y a 1,5 mètre. Qu'est-ce que cela pouvait être? A-t-on recouvert les villes de cendres ou de terre? Il est logique de supposer, les inondations apportaient de la boue, le vent déposait du sable. Alors pourquoi cette couche a-t-elle une épaisseur uniforme à travers toute l'Europe? De Berlin à Paris, de Vienne à Saint-Pétersbourg, partout environ 1 mètre. Comme si un seul événement avait recouvert tout le continent. Il ne fait aucun doute que sur le territoire de la Russie, en 1815-1816, se sont déroulés certains événements qui ont plongé le monde civilisé dans l'obscurité. Mais qu'est-ce que cela a pu être? Qu'est-ce qui peut projeter plusieurs kilomètres cubes de poussière à une hauteur de plus de 20 kilomètres? Seulement un volcan ou une puissante explosion, ou un grand nombre d'explosions. La communauté scientifique ne penche pas pour rien vers la version volcanique, car de nombreux phénomènes atmosphériques accompagnant le petit âge glaciaire parlent de la pollution de la stratosphère par une grande quantité de poussière. Et seul un volcan ou une explosion peut projeter de la poussière à une telle hauteur. L'utilisation d'armes spéciales jusqu'en 1945 est un tabou. Par conséquent, il ne restait aux scientifiques qu'un volcan. En l'absence d'un volcan plus approprié pour ce rôle, ils ont désigné le tamborin indonésien. Mais voici un détail important. Les scientifiques savent que les processus d'éjection de sol associés à une explosion terrestre sont très proches de ceux des volcans. Et ils n'ont pas hésité à calculer que l'éruption de Tambora correspondait en puissance à une explosion de 800 mégatonnes. 800 mégatonnes. Pour comparer, la bombe la plus puissante jamais testée par l'humanité est la Tsar Bomba, 5 dizaines de mégatonnes. Tambora aurait été 16 fois plus puissante. Ils disent eux-mêmes, les processus sont identiques. Une éruption volcanique et une explosion nucléaire, du point de vue de la physique, produisent le même effet. Un nuage de poussière et de terre est projeté dans la stratosphère. La seule différence réside dans le mécanisme. Un volcan, c'est la pression de la magma venant de l'intérieur de la Terre. Une explosion, c'est la pression d'une onde de choc venant de l'extérieur. Mais le résultat est le même, de la poussière dans la stratosphère. Alors pourquoi la version avec les explosions est-elle un tabou? Parce que cela détruit toute la chronologie officielle. Si l'on admet qu'en 1815, quelqu'un a utilisé une arme d'une puissance de centaines de mégatonnes, il faudra réécrire toute l'histoire des technologies. Il faudra admettre que quelqu'un maîtrisait cette arme 130 ans avant Hiroshima. Et cela signifie réécrire toute l'histoire du XIXe siècle. Il faudra répondre à la question « Qui était-ce ? D'où venaient les technologies ?
Où sont-elles allées ensuite? Pourquoi au milieu du 19e siècle se battait-on avec des mousquets et des boulets, alors que 20 ans plus tôt, on utilisait des armes de mégatonnes de puissance? Toute la chronologie s'effondre. Il est donc plus simple de désigner un volcan comme coupable. Un volcan ne pose pas de questions gênantes. Un volcan ne demande pas d'explication. Un volcan, c'est la nature, et on ne discute pas avec la nature. Les entonnoirs, identiques aux traces d'explosion, peuvent pour l'instant être mis de côté, car il est impossible d'établir leur âge avec certitude. Mais le simple fait de leur existence sur le territoire de la Russie est intéressant. Dans toute la Russie centrale, de la région de Tver jusqu'à l'Oural, se trouvent des lacs ronds de forme parfaite. Le diamètre va de plusieurs dizaines à des centaines de mètres. La profondeur est anormale pour des plans d'eau ordinaires. Les bords sont des crêtes de sol surélevées. Les géologues parlent des affaissements karstiques. Mais le karst ne forme pas des cercles parfaits. Le karst est inégal, asymétrique. Et ici nous voyons une géométrie, comme si elle avait été frappée par une onde de choc. Et surtout, il y en a des milliers. Des milliers de lacs ronds d'à peu près le même âge, dispersés sur le territoire dans un certain ordre. Quelqu'un pourrait objecter, ce sont des cratères de météorites. Très bien. Alors où est le métal? Où sont les anomalies d'iridium qui accompagnent toujours les impacts de météorites? Où sont les roches fondues? Lors de l'impact d'une météorite, la température atteint des milliers de degrés. Les pierres se transforment en verre. Ici, cela n'existe pas. Il n'y a que des cratères avec des remblais de terre projetés, comme après une explosion. Et une autre étrangeté. Beaucoup de ces lacs se trouvent en hauteur. Les météorites tombent au hasard, peu importe où elles atterrissent. Mais ici, un système est observé, comme si quelqu'un visait des points précis. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons d'enregistrer dans notre subconscient l'idée que le territoire de la Russie, en 1815-1816, est devenu un terrain d'essai pour des événements grandioses, accompagnés d'un vaste rejet de poussière dans la stratosphère, plongeant l'hémisphère nord dans l'obscurité pendant 3 ans. Les scientifiques appellent cela le petit âge glaciaire. Mais on peut aussi le dire autrement, petit hiver nucléaire. Cela a entraîné de nombreuses victimes parmi notre population. Mais si ce furent des explosions, qui et pourquoi? Quel est l'objectif? Regardez les dates des guerres du 19e siècle. 1812, Napoléon en Russie. 1850, 64e, la révolte des Taiping en Chine, 100 millions de morts. 1853, la guerre de Crimée. 1864e, le Paraguay, où 90% de la population masculine a disparu. Regardez les échelles. Ce ne sont pas des conflits dispersés, c'est de la coordination. La révolte des Taiping en Chine est le conflit le plus sanglant du 19e siècle. 100 millions de morts. La nature des destructions, non pas des incendies causés par des torches, mais des bombardements aériens. Les paysans avec des houes ne créent pas cela. La Chine est le dernier bastion du vieux système. Sous prétexte d'éteindre la révolte, on faisait disparaître ceux qui se souvenaient. Un même schéma. Maintenant, parlons du Paraguay. La guerre de la Triple Alliance de 1864 à 1870. Officiellement, c'était une guerre locale. Mais voici les détails. Avant la guerre, la population du Paraguay était d'environ 500 000 personnes. Après la guerre, il ne restait que 220 000, dont seulement 28 000 hommes. 90% de la population masculine a disparu. 90%. À première vue, il semble que ce soit des guerres ordinaires pour des territoires. Mais comptez. Pour détruire 90% de la population, il faut soit des camps de concentration, soit des armes de destruction massive. Les mousquets et les sabres ne fonctionnent pas de cette manière. Même lors des batailles les plus violentes, les pertes dépassent rarement 20 à 30%. Et ici, c'est 90. Qu'est-ce que c'était? Et un autre détail. Après toutes ces guerres, c'est toujours la même chose partout. Des incendies massifs qui ont détruit des bibliothèques, des archives, des villes. De nouveaux recensements où les chiffres ne correspondent pas aux précédents. L'apparition d'un grand nombre d'enfants orphelins d'origine inconnue. Comme sur commandement. 1815, les guerres se terminent. 1816, effondrement climatique. Ce ne sont pas des événements distincts, c'est une seule opération. Un point final dans une série de frappes. Cela ne se produit pas par hasard. Et voici ce qu'il est important de comprendre. Si c'était vraiment une opération,
Son ampleur dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. La coordination des actions à travers tout le continent, de l'Espagne à l'Oural. L'utilisation de technologies dont l'histoire officielle se garde de parler. L'effacement ultérieur de toutes les traces et la réécriture des archives. La création d'une version alternative, avec un volcan dans 100 ans, lorsque tous les témoins seront morts. C'est un niveau de planification et d'exécution qui implique une structure de pouvoir globale. Pas des États séparés se battant les uns contre les autres, mais un centre de commandement unique qui coordonne ses actions. Maintenant, regardez le schéma. Très simple. Étape 1. Opération militaire sur le territoire de la Russie et de l'Asie, de 1812 à 1815. L'ampleur de ces opérations dépasse tout ce que nous avons vu dans l'histoire. Des millions de soldats, des milliers de kilomètres de terre brûlée. Étape 2. Rejet de poussière dans la stratosphère, peut-être des explosions de dépôts ou d'arsenaux. Ce qui a exactement explosé est inconnu. Mais l'effet est évident. Des kilomètres cubes de terre ont été soulevés à plus de 20 km d'altitude. Cela ne pouvait être fait que par un volcan ou une série d'explosions puissantes. Étape 3. La poussière se déplace le long des parallèles, recouvrant l'hémisphère nord. La physique de la stratosphère fonctionne strictement selon des lois. Les courants le long des latitudes dispersent la poussière sur toute la planète à la même latitude géographique. La Russie, l'Europe, l'Amérique du Nord, une seule latitude, un seul nuage. Étape 4. 3 années de ténèbres, de froid, de famine, de 1816 à 1819. Le soleil est masqué, la température chute, les récoltes périssent, la population meurt de faim et de maladie. Quelques-uns survivent. Étape 5. Nettoyage de la mémoire, nouvelle histoire. Le volcan Tambora est désigné coupable après 100 ans. Les documents sont saisis, les archives sont réécrites, les témoins gênants disparaissent. Dans une génération, plus personne ne se souvient de ce qui s'est réellement passé. Et à ceux qui demandent, on montre le volcan en Indonésie et on dit « Voici votre coupable ». À première vue, il semble qu'il y ait eu une éruption. Mais les scientifiques se sont trompés sur la mécanique de la propagation de la poussière. Alors pourquoi les modèles divers nucléaires montrent-ils précisément la propagation par latitude? Ils connaissent la physique. Mais ils ne changent pas leur version. C'est un choix. Un choix délibéré de ne pas dire la vérité. Rappelez-vous comment cette version sur Tambora est apparue. Le chercheur climatique américain William Humphreys l'a proposé seulement dans les années 1920, 100 ans après les événements. Un moment pratique. Tous les témoins oculaires sont morts, les documents ont été nettoyés, les archives ont été fouillées. Plus personne ne peut vérifier ou contredire. Et voici la question. Pourquoi Byron a-t-il enregistré cela? Le soleil s'est éteint, ce n'est pas une métaphore. Les villes brûlaient, un fait. La guerre, il l'a nommée directement. Byron n'écrivait pas de fiction, il a laissé un témoignage. Une année sans été équivaut à une année après la guerre. Regardez les dates de publication. Le poème « L'obscurité » de Byron a été écrit à l'été 1816 et publié en 1817, juste au cœur des événements. Ce n'est pas une rétrospective écrite des années plus tard, c'est un reportage sur le terrain. Il décrivait ce qu'il voyait autour de lui en ce moment même. Si en 1815-16 cela s'est produit, ce n'était pas la première fois. C'était le point final d'une série d'opérations. Le dernier coup porté à ceux qui se souvenaient encore de l'ancien monde. La question est simplement, si cela a été si soigneusement caché à l'époque, qu'est-ce qui est encore dissimulé dans notre histoire? De quoi se taisent les modèles stratosphériques? Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles enquêtes. Beaucoup d'énigmes et de découvertes sont encore à venir. Nous continuerons à chercher des preuves, à poser des questions dérangeantes, à explorer ce que la science officielle évite. Parce que la vérité est toujours là. Il suffit de vouloir la voir.